Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Automoto, la nouvelle émission débat préparée par la rédaction du mensuel Automoto, avec ce mois-ci en kiosque notre hors-série Bible, avec les 3000 voitures vendues sur le marché français, et en kiosque également, depuis début février, le nouveau numéro du mensuel, un spécial nouveauté 2017 avec un gros sujet également sur un gros guide d'achat sur les véhicules électriques. Vous saurez tout sur les véhicules électriques grâce surtout et essentiellement à notre expert environnement, Jean-Luc Moreau, qui anime le débat aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Lionel. D'abord, un satisfecit quand même pour les audiences de ton émission sur RMC, Votre Auto, qui cartonne visiblement. Ouais, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Content. On a battu nos records, ce qui m'a valu un beau magnum de champagne gravé à mon nom. Bravo. Bon, formidable. Aujourd'hui, on va parler sport auto, puisque nous accueillons le responsable de la Formula E chez Michelin, Monsieur Serge Grisin. Monsieur Grisin, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur le plateau du Talk Automoto. Une première question un peu personnelle. Quel est votre parcours? Comment devient-on le responsable de la Formula I chez Michelin? Alors, en fait, moi j'ai un parcours essentiellement chez Michelin, où j'ai commencé il y a à peu près 20 ans dans le département liaison au sol, suspension, donc plutôt dans la conception des suspensions, pas forcément le pneumatique. Et puis depuis un peu plus de 10 ans, dans le département compétition, où j'ai d'abord plutôt été dans le domaine technique, la conception des pneumatiques, notamment pour les voitures de course d'endurance, type Le Mans. Et puis ensuite, un peu dans toutes les disciplines, pour arriver aujourd'hui à avoir donc en charge l'ensemble du programme de ce championnat Formula I. Formula I, alors depuis combien de temps, du coup, vous vous occupez de ce programme? Depuis son le début début du championnat, voilà, tout à fait. Exactement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, car c'est quand même une discipline toute nouvelle, qu'est-ce que c'est véritablement la Formula I aujourd'hui? La Formula I, c'est un nouveau concept dans le domaine du sport auto. Un nouveau concept parce que c'est un championnat consacré exclusivement à des monoplaces 100% électriques, mais qui en plus se passe exclusivement en centre-ville. Donc des courses éphémères uniquement en centre-ville de monoplaces électriques. Alors aujourd'hui, combien d'épreuves sur l'année? Donc on est à une dizaine d'épreuves par saison, voilà, sur l'année. Un rendez-vous à Paris le 20 mai. Exactement. C'est bien ça, donc autour des Invalides. Tout à fait. Est-ce que vous aurez la pastille verte sur les voitures pour pouvoir circuler au Bonne centre question. de Paris? Oui. Il n'y a pas de pare-brise, ceci dit, sur les Formula I. Mais... Est-ce qu'on dit Formule E en français ou on reste sur Formula I Moi, j'ai l'habitude de dire Formula I parce que c'est vrai qu'on est, on va dire, souvent face à des interlocuteurs de différentes nationalités. Donc, on va dire que dans le langage international, c'est Formula I, on peut dire Formule E, sachant que le E, c'est pour électrique et que bon, ça explique bien ce que ça veut dire. Alors, rentrons un peu plus dans le détail du règlement, comment ça fonctionne, des moteurs différents, des châssis différents cette année et un seul et même pneumatique. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le fonctionnement de ce championnat? Alors en fait, au tout début du championnat, donc en 2014 à la création, les teams avaient tous la même voiture, même batterie, même moteur, même pneumatique. Et à partir de la saison 2, donc à partir de 2015, les constructeurs donc, ont eu la possibilité donc, de développer, on va dire, toute la partie moteur, boîte et suspension arrière. Et donc c'est le cas aujourd'hui, et c'est ce qui nous vaut l'arrivée de plus en plus de constructeurs. Donc ils ont totale liberté pour tout ce qui concerne le moteur, la boîte et les suspensions. Comme en F1 donc? Alors, la différence, Ouais. c'est que par contre, tout ce qui est châssis et aérodynamique, ça c'est imposé. Ça reste monotype? Ça reste monotype, D'accord. les pneumatiques aussi. Et ça, c'est dans une logique à la fois de réduction ou de limitation des coûts de développement. Et puis, ça focalise vraiment sur cette notion de laboratoire. C'est-à-dire que c'est le laboratoire de la mobilité durable qui passe entre autres par les voitures électriques. Donc c'est vraiment dans l'objectif de développer les fondamentaux de la course automobile, parce qu'au début du XXe siècle, la course automobile, c'était pour arriver à challenger les différentes technologies. Chaque constructeur allait participer à des courses pour prouver l'intérêt de ce qu'il avait développé. On revient un petit peu à ça avec la Formula I en fait. Complètement. Et nous, Michelin, c'est vrai que nous, la compétition, on l'aborde vraiment dans cet axe-là. C'est-à-dire que la compétition doit servir de laboratoire pour nous aussi, pour
tester, mettre à l'épreuve des nouvelles technologies qui après vont servir pour la voiture de tous les jours ou pour les pneumatiques de série. Donc on est vraiment dans cette approche de laboratoire qui va servir pour la vie clairement, quotidienne. si on compare un pneu de Formule I à un pneu de Formule 1, les grandes différences, c'est quoi ? Quand vous regardez un pneumatique de Formule I, en fait, la première impression, c'est qu'on a l'impression que c'est un pneumatique de série. Parce que c'est un pneumatique 18 pouces dans une dimension qui pourrait être tout à fait qu'on retrouve sur des voitures. Alors que des la voitures Formule de 1, vélo. on est en 15 13. 13 Avec des oui. flancs très hauts. Donc on est, Oui, d'accord. la Formule I, on est vraiment sur un pneumatique qui ressemble et qui est très proche d'un pneumatique de série. Et on a en plus une bande de roulement qui est sculptée comme un pneumatique de série. Et en plus, alors là, on a vraiment poussé, je dirais, le trait très loin, puisqu'on a une sculpture qui est très similaire à la sculpture du Michelin Pilot Sport 4. C'est tout à fait voulu. En fait, les équipes de développement ont travaillé ensemble. Quand on a conçu le pneu Formula I, on a travaillé avec les équipes du pneu Pilot Sport 4 pour dire... Du pneu de série, on est d'accord. Voilà, du pneumatique de série pour vraiment utiliser ce championnat pour finaliser, on va dire, la conception du pneumatique de série, avoir un retour d'expérience très rapide, puisque c'est aussi l'un des avantages de la compétition, c'est qu'on va pouvoir tester très rapidement, avoir un retour d'expérience très rapide sur des... On va dire dans un contexte qui est quand même très instrumenté, avec beaucoup de capteurs sur les voitures. Donc c'est ça aussi qui fait toute la force de la compétition. Un mot sur les constructeurs qui participent. Est-ce que vous pouvez nous résumer quels seront-ils en 2017 donc ? Alors aujourd'hui, on a déjà Audi. Alors, historiquement, ça a commencé avec Alors historiquement, ça a commencé avec Renault, principalement, Mahindra, c'est ça. Venturi. Ouais. Ensuite, on a vu l'arrivée, Audi s'est annoncé officiellement sur le championnat à partir de cette année. Ouais. BMW s'est annoncé aussi. Faraday Future s'est annoncé aussi. Mercedes parle d'arriver, de venir. Jaguar est arrivé cette saison. Donc il n'existe pas aujourd'hui dans le monde du sport automobile quasiment une compétition qui réunisse autant de constructeurs différents et majeurs, on est d'accord hein ? À notre connaissance, non, en effet, oui. Mais c'est parce que clairement, là, c'est la mobilité du futur qui se joue, c'est les technologies des voitures électriques qui vont pouvoir développer sur ce championnat. Alors comment chez Michelin vous arrivez à gérer la contradiction entre l'adhérence du pneumatique qui doit être la meilleure possible et la consommation électrique, là pour le coup, qui est vraiment un challenge important. On ne peut pas se permettre de faire un pneu très adhérent qui limiterait l'autonomie des voitures. Est-ce que c'est simple à gérer ? Et est-ce qu'il y a eu des progrès depuis le début de la compétition ? Alors, je dirais, nous, l'objectif, c'est bien de faire un pneumatique qui a le plus d'adhérence possible et qui ait le moins de consommation d'énergie, voire même, on va dire, même la meilleure efficacité énergétique. Puisque, je dirais... Donc peu de déformation, en fait, c'est ça le secret. Peu de perte d'énergie quand le pneumatique roule, quand il s'écrase au sol. Et puis ensuite, cette notion d'efficacité énergétique, elle se joue aussi sur plein d'autres aspects. Donc il y a l'aérodynamique du pneu, mais il y a aussi le fait qu'on va utiliser le moins de matière possible pour le fabriquer. On va aussi augmenter la longévité ou la polyvalence pour devoir en fabriquer le moins possible, en transporter le moins possible. Donc ça, c'est particulièrement flagrant dans un championnat comme la Formule I, aujourd'hui, on amène en fait 160 pneus neufs pour chaque course pour 40 voitures. Voilà, alors qu'en Formule 1, c'est peut-être, je ne sais pas exactement les chiffres, mais 80 par voiture. Donc on a vraiment un nombre extrêmement limité. Donc ça, c'est aussi une façon d'être efficace parce qu'on a beaucoup moins d'impact, que ce soit à la fabrication ou pendant le transport des pneumatiques. Bien sûr. Sur le plan environnemental, c'est quand même beaucoup moins pesant. Exactement. Donc l'efficacité énergétique d'un pneumatique, elle se joue sur la résistance à l'avancement, mais aussi sur tout ce qui va se passer avant et sur sa conception et sur l'utilisation des matières premières, etc. etc. Et pour répondre à la question de ce compromis, on ne cherche pas à faire un compromis, vraiment à avoir le maximum d'adhérence et le minimum de perte d'énergie. Et c'était ça aussi pour Michelin l'intérêt d'être dans ce championnat, parce qu'on est vraiment dans un contexte où on doit avoir le maximum d'adhérence possible, puisqu'on est sur des circuits en ville qui sont vraiment créés pour l'occasion, donc sur des routes normales avec des revêtements qui sont extrêmement variables. Comme les Invalides, par exemple, tout à fait. Un bel exemple. Ouais. Voilà, on va passer sur des passages piétons, des rails de tramway. Des bouches d'égout, exactement. Donc c'est en plus des routes qui sont utilisées tous les jours par les voitures. Donc on n'est pas vraiment...
Exactement. Donc il faut avoir le maximum d'adhérence. Les voitures, comme c'est des circuits en ville, elles, quelque part, sont limitées en vitesse maxi. Donc en termes d'aérodynamique, en plus, comme ils visent à avoir une plus grande finesse possible, ils vont avoir très peu d'appui aérodynamique. Donc, grosso modo, tout va jouer au niveau du pneumatique, au niveau de l'adhérence. Donc, on doit avoir un maximum d'adhérence. Et puis, comme on le disait, limiter la consommation énergétique, puisque c'est un point clé, notamment pour les voitures électriques. Donc, voilà, je dirais c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant, parce qu'il y a un vrai challenge technique. Alors, je ne vais pas dévoiler de secrets. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est en travaillant à la fois sur des outils de modélisation, de simulation qui sont de plus en plus avancés, et en concevant le pneumatique vraiment sur les différentes domaines, que ce soit la structure du pneumatique, la forme, on va dire ce qu'on appelle le profil, ou la sculpture. C'est comme ça qu'on arrive à avoir à la fois augmenté ou à avoir un maximum d'adhérence, tout en diminuant la consommation, on va dire, ou les pertes d'énergie au roulage. Est-ce que vous souhaiteriez être challengé sur ce genre de compétition, ou est-ce que c'est plus confortable pour vous d'être monomarque en termes de pneumatique, comme Pirelli l'est, par exemple, dans la F1 ? Je dirais que pour nous, ce qui est important, c'est que le règlement ou le contexte nous pousse nous pousse dans nos retranchements. Donc la concurrence peut nous pousser dans nos retranchements, mais là typiquement dans le cas de la Formule I, c'est le fait d'avoir justement ce challenge technique, un maximum d'adhérence dans toutes les conditions avec un seul type de pneu, quels que soient les circuits, quelle que soit la voiture et quelles que soient les conditions météo, tout en diminuant la consommation d'énergie ou tout en augmentant l'efficacité énergétique. Ça, c'est un vrai challenge et ça nous complaît complètement d'être dans son championnat parce qu'on a énormément de choses à apprendre et on sait qu'on va pouvoir progresser énormément. Concrètement, on peut espérer un retour sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde à quel horizon par rapport à ces travaux que vous effectuez sur la Formule I ? Je dirais d'une façon générale, ces transferts de technologie, ils vont prendre entre 1 et 3 ans. C'est rapide quand même. C'est extrêmement rapide. Et l'exemple du Pilot Sport 4, il a été présenté, je dirais, il y a un petit peu moins d'un an. Primé aux Awards Automoto le mois dernier. Exactement. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'on le retrouve sur des véhicules à tendance écologique avec des guillemets. Par exemple, le Kia Niro est équipé de Pilot Sport 4, ce qui est plutôt étonnant, parce qu'on s'attend à trouver des pneus de très basse résistance au roulement, et là, a priori, il fait bien le job en matière d'adhérence et d'économie d'énergie. De toute façon, cette question de résistance au roulement, on la travaille bien entendu surtout sur l'ensemble des pneumatiques. Mais c'est clair que la Formule 1 nous permet à la fois sur le pneumatique qu'on va concevoir pour le championnat de travailler et d'avoir, on va dire, des nouvelles technologies qui vont nous permettre de gagner en efficacité énergétique. Et on travaille aussi, on va dire, comme on est imposé, on va dire, on a le même pneumatique, on va dire, du début à la fin de la saison, voire même sur 2 saisons, les teams n'avaient pas souhaité changer entre la saison 1 et la saison 2. Ils étaient tellement contents du premier pneumatique qu'on leur avait fourni qu'ils ne voulaient pas changer. Donc, on va dire, là, on s'est imposé, donc une fois qu'on l'a conçu, il est imposé pour le championnat. Ce n'est pas pour autant que les équipes de développement se tournent les pouces pendant 2 ans. Au contraire, ça nous permet quand même d'avoir un laboratoire. On fait des tests pour justement tester des nouvelles technologies, donc, qui vont servir soit pour le pneumatique Formula I de la saison 4 ou 5, soit, et bien évidemment, pour les pneumatiques de série. Un dernier mot sur la Formula I. À terme, la sempiternelle question, est-ce que vous pensez que c'est à même de remplacer la Formule 1 ? Je dirais, c'est pas forcément à Michelin qu'il faut poser la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été dit dès le départ, et ça se confirme aujourd'hui, c'est que la Formule 1 n'est pas là pour remplacer. On pense qu'elle a sa place, puisque aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus d'intérêt avec l'arrivée des constructeurs, donc elle a clairement sa place. Il y avait vraiment la place pour un championnat qui va travailler sur la mobilité durable, sur l'efficacité énergétique, et qui est un élément clé, et notamment dans les villes. C'est ce qui justifie clairement ce championnat qui a lieu uniquement en centre-ville. Alors, autre compétition, cette fois-ci, qui accompagne la Formule I, si je crois bien, cette année, RoboRace. Qu'est-ce que c'est que RoboRace ? Expliquez-nous un peu. Alors là, c'est pareil. On met vraiment un pied encore plus loin dans le futur. RoboRace, c'est la première compétition, le premier championnat qui va faire rouler des voitures complètement autonomes. Sans pilote. Sans pilote.
Donc là, on est encore... voilà. C'est fini, ça y est, plus Mais personne là, au tout le volant. monde ne peut pas avoir la même voiture, on est bien d'accord. Ça sert absolument à rien. Alors, en fait, tous... qu'est-ce tout le qui monde... fait la différence Qu'est-ce qui fera la différence, voilà. Eh bien, c'est le cerveau de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait... La gestion de tous les paramètres... C'est ça, en fait, c'est une voiture... Alors, voiture autonome, de toute façon, ça arrive, hein, on le sait, on y vient. Je pense que ce qu'il faut voir dans la voiture autonome, l'un des intérêts, c'est aussi vraiment de travailler cette notion de sécurité parce que une voiture autonome ou intelligente, avec l'ensemble des capteurs, peut avoir justement apporté quelque chose de plus par rapport à la voiture actuelle. Et le principe donc, de RoboRace, c'est que la voiture est imposée, la motorisation est imposée, tout ce qui va être, on va dire, hardware, hein, tout ce qui va être éléments solides, ça c'est imposé. Là où il va y avoir la compétition, ça va être les informaticiens, entre guillemets, qui vont développer le cerveau, le soft, qui va gérer tous ces paramètres et essayer d'avoir la meilleure stratégie pour rester sur la piste et puis être meilleur que son petit camarade. Donc c'est vraiment encore un nouveau concept de compétition. C'est une intelligence artificielle qui va incarner le pilote en fait. Exactement. Donc ce qui prouve quand même, parce que c'est peut-être évident pour vous ici, mais pas forcément pour le grand public, qu'on va donc faire rouler sur un circuit côte à côte des voitures sans pilote. Tout à fait. Ça va être ça. Tout à fait. Ça va ressembler à quoi alors? Parce que c'est quand même juste hallucinant d'imaginer un truc pareil. Alors c'est vrai que il y a clairement une part d'inconnu et c'est sûr que c'est de la science-fiction vraiment. Ouais, c'est exactement ça. La voiture, alors elle a une forme, enfin il n'y a plus de cockpit, il n'y a pas de place pour un pilote. La pilote. voiture une monoplace, c'est ça? C'est une monoplace. C'est une monoplace qui n'a pas d'avant arrière en fait. C'est une zéro place. C'est une zéro place, c'est ça. C'est une zéro place. Mais c'est un look très futuriste. C'est la taille d'une voiture normale, 5 mètres par 2 mètres grosso modo, avec donc 4 moteurs électriques, une gestion des différents moteurs pour vraiment avoir le meilleur comportement possible. Et après, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la façon, ça va être en quelque sorte modéliser un pilote, quoi. Modéliser un pilote avec un certain nombre de spécificités, c'est ce qui va faire qu'après, en lâchant toutes ces voitures, il va se passer des choses sûrement très intéressantes. Plus de problème d'ego entre pilotes, là, cette fois-ci, ils ne sont pas besoin de pour payer les pilotes. Exactement. Combien de voitures sur la piste en même temps? Alors là, il parle de 10 voitures. 10 voitures. Et là, alors, combien de marques impliquées? Combien de... On ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que voilà, ils ont annoncé en fait ce championnat en tout début d'année dernière. D'accord. Ils ont commencé à faire un certain nombre de démonstrations avec un prototype. Donc, qui là tout de suite, c'est un vrai prototype de développement. Donc, il y a encore un pilote qui peut monter dans la voiture pour justement faire le test. N'empêche que ça reste extrêmement, ça se pose là quand le pilote, la voiture s'arrête, le pilote descend et la voiture repart, enchaîne une dizaine de tours et revient chercher le pilote en bord de piste comme ils ont fait sur la course Formule 1 de Marrakech. Là, on se dit, là quand même, on est vraiment dans le futur. Est-ce qu'on peut même imaginer des remontées d'informations pour cette intelligence artificielle des pneumatiques en temps réel sur l'adhérence, parce qu'on sait qu'il y a des capteurs qui peuvent être intégrés aux pneus et qui peuvent remonter des informations qui ne sont pas exploitables par un pilote traditionnel aujourd'hui, mais qui peuvent l'être par un ordinateur. Complètement. Alors en fait, c'est aussi pour ça que pour nous, c'est très intéressant d'être partenaire de RoboRace, parce que là, on va travailler au-delà, on va dire, de l'aspect de développement de pneumatiques. Bon, on va travailler les notions de pneumatiques connectées, mais aussi tout ce qui a trait à la modélisation, à l'information provenant des pneumatiques. Donc là, c'est aussi des nouvelles approches, parce qu'il faut trouver un moyen aussi de remplacer le pilote ou de pallier l'absence de pilote, donc de sensation. Et même d'aller plus loin, parce qu'à terme, c'est d'être plus performant que le pilote. Qu'avec le pilote. Comme ce qu'on recherche avec un avion de chasse sans pilote, la future génération où l'avion pourra effectuer des figures qui sont impossibles avec un pilote à bord. Donc avec une voiture, on peut imaginer que ça sera un peu la même chose. Alors après, je pense qu'il y a la problématique, ou plutôt ce que peut apporter une voiture autonome dans la vie courante. Là, dans le cadre du championnat, ça permet vraiment de travailler, on va dire, les spécificités de cette notion de voiture autonome. Donc l'absence du pilote va nous obliger de toute façon à travailler, à apporter au final à la voiture existante un certain nombre de choses supplémentaires, de sécurité supplémentaire, et justement cette communication entre le pneumatique et puis le reste de la voiture, c'est un élément clé. Donc c'est vraiment un partenariat qui joue bien au-delà de la fourniture de pneumatiques. C'est tout un travail qu'on fait avec les équipes de RoboRace pour
finalement déjà comprendre, savoir qu'est-ce qu'il faut comme information, à quel niveau, jusqu'à quel niveau de détail, pour qu'ensuite les informaticiens qui vont me programmer le cerveau puissent, on va dire, s'amuser entre guillemets à utiliser toutes ces informations-là pour faire les courses. Donc très concrètement, en fait, ça veut dire que le pneu va communiquer avec le cerveau de la voiture, c'est ça? Alors là, je dirais... Dans un premier temps, non, mais... Dans un premier temps, on est sur un l'idée est là, pneumatique. en fait. Hein. Voilà, l'idée est là. D'accord. Dans un premier temps, on est sur un pneumatique, on va dire, standard, parce qu'il vaut mieux partir sur quelque chose de Ouais. connu. On travaille beaucoup sur, on va dire, tout ce qui a trait aux mesures, aux informations donc, liées à ce pneumatique, on va dire, à la façon de modéliser le comportement du pneumatique, pour rentrer tout ça dans le cerveau de la voiture. Et ensuite, le cerveau va utiliser ces informations pour piloter la voiture sur cette base-là. Et ça, dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ce pneu connecté, on peut l'attendre à quelle échéance? Alors là, je suis incapable de vous le dire, mais c'est clair qu'on travaille vraiment à fond là-dessus. D'accord. Donc prochain e-prix, c'est Buenos Aires le 18 Tout à fait. février. Rendez-vous donc le 20 mai à Paris. Roborace, vous avez une date pour cette première course officielle ou pas encore? Non, Pour l'instant, il pas n'y a date. que des démonstrations, on va dire, hein. Exactement. C'est ça, hein. Des démonstrations qui montent en puissance. Ok, très bien. Merci, monsieur Serge Grézin. Merci. Merci, Jean-Luc. Merci Lionel. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk Automoto. À très bientôt.